Bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Arche de l'Histoire où je vous emmène cette semaine en Italie, dans l'Italie du XVIe siècle, l'Italie de la Renaissance, pour évoquer la famille des Médicis. Alors, immense famille des Médicis qui a énormément apporté. On connaît évidemment Laurent le Magnifique qui a notamment contribué à faire la Florence actuelle. Peut-être avez-vous été à Florence, vous êtes-vous baladé dans ces rues de Florence où flâne encore l'époque et la saveur des Médicis avec leur célèbre blason, leurs célèbres armes, qui est donc un blason d'or avec 6 boules qui sont mises en sorte de croix, de boules. Et puis il y a au centre les fleurs de lys d'or. La fleur de lys est le symbole de Florence, on la retrouve encore assez régulièrement, et il y a notamment en Italie une eau minérale célèbre qui est une eau de Toscane que l'on a souvent dans les restaurants ou dans les trattorias, dont l'étiquette reprend la fleur de lys en hommage aux Médicis. Et quand on se promène dans les rues de Florence et que l'on voit sur les monuments un blason avec ces 6 boules rouges ou 6 boules juste stylisées, si c'est une gravure ou une sculpture, eh bien on sait que c'est le symbole des Médicis. Pour avoir une vision complète de la puissance des Médicis, il faut revenir sur les interactions qui ont été les leurs dans l'Europe moderne. Les Médicis, c'est évidemment la ville de Florence, le contrôle du duché de Florence. Ils ont été à la tête de ce duché de 1434 à 1737, 3 siècles de contrôle de Florence et de direction du duché de Toscane. Alors, pas de manière continue, il y a eu quelques interruptions, notamment lorsque le roi Charles VIII a déboulé en Italie, et qu'il a un petit peu, il a pris le contrôle de la ville de Florence, mais en tout cas, de 1434 à 1737, on a des Médicis à Florence. Les Médicis, c'est également des reines sur le trône de France. Il y a eu 2 reines importantes, Catherine de Médicis, reine de 1547 à 1559, et puis ensuite Marie de Médicis, reine de 1600 à 1614. Catherine de Médicis, on la connaît puisque c'est l'épouse d'Henri II, c'est la mère de plusieurs rois de France, notamment Charles IX et Henri III. Elle a une mauvaise image souvent dans l'historiographie, on la présente comme une femme austère, machiavélienne, qui aurait trompé les gens. C'est en fait une femme de pouvoir extrêmement courageuse qui a réussi à tenir le royaume de France dans une situation particulièrement compliquée, notamment après la mort d'Henri II, qui est mort accidentellement au cours d'un tournoi, et ces jeunes enfants se retrouvent rois, les jeunes enfants qui meurent en plus assez rapidement, notamment Charles IX et Henri III, qui était son enfant préféré, qui lui meurt assassiné dans les conditions de ces guerres civiles qui ravagent le royaume de France. Et puis il y a ensuite Marie de Médicis, qui elle a été l'épouse d'Henri IV et qui a joué un rôle aussi important, plus effacé, il est vrai, que Catherine de Médicis, mais néanmoins rôle important. Et puis elle aussi a vu son mari assassiné, puisque Henri IV est mort assassiné. Les Médicis, ce sont également des papes, 4 papes. Donc là aussi, importance pour la papauté et pour Rome, 4 papes. Léon X, le premier, Léon X, pape de 1513 à 1521, Clément VII, pape de 1523 à 1534, Pie IV, pape de 1559 à 1565, et Léon XI, qui n'a pas laissé un grand souvenir dans l'histoire. Il a été pape uniquement quelques semaines en 1605. Il est vrai que ceux qui ont laissé le souvenir le plus important, c'est Léon X et Clément VII, qui ont contribué notamment au développement de la Renaissance dans la ville de Rome. Et puis, Florence, la Florence des Médicis, c'est un pouvoir politique, avec Florence, avec les reines sur le trône de France, qui montre d'ailleurs la volonté de Florence de s'allier avec le roi de France. C'est le pouvoir spirituel et religieux
avec les papes. Là, je n'évoque que les papes, mais il y a eu aussi beaucoup de cardinaux. Et puis, c'est le pouvoir économique avec des compagnies financières et commerciales qui sont installées partout en Europe, dans les grandes villes. Alors, on a notamment des échanges économiques et des compagnies économiques que l'on retrouve dans le royaume d'Espagne. On en retrouve également à Avignon, territoire pontifical, à Lyon, grande ville commerciale de la vallée du Rhône, en plus à la frontière entre le royaume de France et l'Empire. Dans la région italienne, des relais commerciaux à Rome, à Venise et à Milan, bien évidemment, Venise et Milan, les deux grandes villes, la Venise des Doges et le Milan des Sturzo. On a également des relais commerciaux à Londres, avec le royaume d'Angleterre, à Bruges et à Anvers, deux grands ports de la mer du Nord, à Nuremberg, au cœur économique du Saint-Empire romain germanique, Cracovie en Pologne. Henri III, avant d'être roi de France, a été roi de Pologne. Il y a des échanges économiques entre les Médicis et la Pologne de Cracovie. Et puis, dans le royaume de France, des comptoirs commerciaux à Paris et à Rouen. Alors pourquoi à Rouen ? Parce que Rouen est un grand port céréalier. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, Rouen est le premier port de céréales en Europe. Et il fallait donc être à Rouen pour l'importance de ce port céréalier. Donc, vous voyez que la domination des Médicis, elle est forte, elle est complète, tout cela pour un duché qui était somme toute très modeste. Quand les Médicis arrivent au pouvoir à Florence en 1434, on a un duché de Florence qui est très modeste. Ils ont étendu la puissance de Florence, notamment d'ailleurs en 1556, en récupérant la République de Sienne qui est annexée au duché des Médicis. Aujourd'hui, Sienne est une très belle ville médiévale, connue notamment pour le Palio, qui a lieu tous les étés, cette course de cheval typique de la Renaissance, qui continue d'avoir lieu et de se dérouler dans un cadre très particulier. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut le coup de voir cette fête du Pallium. Alors je reviens sur la maison des Médicis, qui s'est éteinte donc en 1737 avec la mort du grand-duc Jean-Gaston de Médicis. Alors c'est pas le plus connu, il est même assez franchement inconnu, mais je vais revenir sur lui parce que nous sommes au XVIIIe siècle, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. C'est quand même intéressant de voir ce qu'ont réussi à faire les Médicis, d'être présents, même famille, 3 siècles au sommet du pouvoir. Alors évidemment, Jean-Gaston est connu comme étant le dernier des Médicis. C'est pas très glorieux, et puisque avec lui s'arrête la lignée des Médicis, puisqu'il meurt en 1737 sans descendance. Il n'empêche qu'il a un successeur comme grand-duc de Toscane. Les Médicis n'ont jamais été rois, ils ont tenté, ils ont été papes, ils ont été reines de France, mais ils n'ont jamais été rois de Toscane, mais ils ont été grand-ducs. Et Jean-Gaston est lui-même le dernier enfant du grand-duc Côme III. Côme III et l'épouse de Côme III est une Orléans, Marguerite Louise d'Orléans, qui est la petite fille du roi de France. Enfin, une des petites filles du roi de France. Donc on voit que les liens entre les Médicis et le roi de France a duré extrêmement longtemps, puisque au XVIIIe siècle, on a encore des alliances matrimoniales, raison pour laquelle d'ailleurs il porte le prénom de Gaston, puisque Gaston, c'est un prénom typique de la famille d'Orléans. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres familles royales en Europe où il y ait ce prénom qui soit présent. Il y a le fameux Gaston d'Orléans, frère cadet de Louis XIII, qui a été quelque peu turbulent, et donc ce prénom se retrouve chez les Orléans, et c'est la raison pour laquelle ce Médicis, qui est Orléans par sa mère, a le prénom de Gaston qui lui est accolé. Et Jean-Gaston est donc un descendant direct du roi Henri IV. Vous voyez qu'il aurait pu prétendre au trône de France si il n'y avait pas la loi salique qui empêchait la transmission par les femmes. Et ce grand-duc,
devient grand-duc de Toscane à la mort de son père. Alors on le présente souvent comme quelqu'un d'assez faible, quelqu'un qui n'avait pas vraiment de sens politique et qui n'était pas vraiment capable de pouvoir diriger le trône des Médicis, la direction des Médicis. Il a eu 3 enfants, mais ces 3 enfants sont décédés avant lui. Alors une fille qui est décédée en 1731 et puis 2 fils qui sont décédés avant lui, ce qui fait qu'il est mort sans descendance, non pas par manque d'enfants, mais parce que ses enfants ne lui ont pas survécu et eux-mêmes n'ont pas eu d'enfants. Et donc à sa mort, c'est François de Lorraine, qui est le gendre de l'empereur Charles VI, empereur d'Allemagne, qui lui succède. Il y avait eu une entente, un accord avec lui pour la question de la succession, et il prend le nom de François II. Et lui-même épouse ensuite une Habsbourg d'Autriche. Ce qui fait que le royaume de Toscane, le grand-duché de Toscane passe dans la main des Habsbourg, et le grand-duché de Toscane est indépendant jusqu'à l'invasion par le Piémont-Sardaigne, par le roi de Savoie, qui annexe en 1860 le grand-duché de Toscane et qui l'intègre dans le royaume d'Italie. Donc le royaume de Toscane a duré à peu près un siècle, 130 ans après la mort du grand-duc Jean-Gaston de Médicis. Donc ça c'est pour la fin des Médicis. Il y a évidemment le début des Médicis, on va l'évoquer aussi. Alors le premier c'est Côme de Médicis, Côme l'Ancien également, comme on l'appelle. Il aurait été médecin, c'est pour ça que le nom de Médicis, Medicine vient de médecin, ça vient de là, l'étymologie. Médecin apothicaire, alors au XVe siècle, il y a un peu un mélange des deux, évidemment, on est à la fois apothicaire, physicien, barbier et médecin. Toujours est-il que c'est une famille de la bourgeoisie toscane qui possède des terres agricoles et qui arrive à Florence au XIIIe siècle. Elle profite de l'expansion économique de Florence, elle s'installe à Florence et elle commence ainsi à prendre son ascendance dans le commerce, dans les questions de la banque aussi. Et il y a un rôle joué par les Médicis dans le prêt d'argent. On sait par exemple que les Médicis prêtaient l'argent au comte de Savoie, donc ils ont un rôle de changeur et de prêteur d'argent, et donc un rôle de banquier. Alors les banquiers, soit on est ruiné parce que les gens à qui on a prêté de l'argent ne nous remboursent pas, donc beaucoup de familles de banquiers se sont ruinées, soit on arrive à s'enrichir parce que l'argent prêté a été rendu avec un intérêt, et la meilleure manière pour que l'argent prêté soit effectivement remboursé, c'est de posséder le pouvoir militaire, afin que, si jamais personne ou l'État à qui on a prêté l'argent avait l'idée de ne pas rembourser, on puisse faire pression pour que celui-ci rembourse. Et c'est la raison pour laquelle les Médicis investissent dans le développement d'une petite force armée, ce qui leur permet à la fois de protéger les transports de fonds et également d'avoir la puissance militaire. Et c'est ainsi que un Médicis, Jean, fonde la Banque des Médicis en 1397, banque qui devient la banque la plus importante en Europe au XVe siècle. On a donc une famille de banquiers, une famille de commerçants, et comme l'Ancien, qui est né en 1389 et qui décède en 1464, qui a été exilé. Alors il y a des combats politiques à Florence qui sont extrêmement virulents, ce qui a notamment donné lieu à des poèmes enflammés de Dante. Dante est un Florentin qui voit les combats politiques, notamment entre les Guelfes et les Gibelins. Il y aura par la suite Machiavel, qui est un penseur également du politique, un penseur du politique qui a établi, qui a polissé sa réflexion sur la violence politique de Florence au XVIe siècle, notamment les guerres civiles, et puis après le moine un peu fou
Savonarola, mais Florence est partagée, Florence est soumise à des luttes de pouvoir, Florence est soumise à une guerre civile extrêmement violente, divise la ville, qui l'appauvrit aussi, la guerre appauvrit toujours, qui crée des factions, qui s'opposent, qui se combattent, qui s'assassinent, et c'est dans ce contexte-là que les Médicis arrivent à prendre le flambeau, parce qu'ils ont le pouvoir financier, donc c'est eux qui prêtent de l'argent aux factions qui ensuite achètent des armes et achètent une armée pour pouvoir faire la guerre, et les Médicis apparaissent comme ceux qui vont permettre la paix. En effet, au bout d'un moment, ils finissent par s'imposer et comme être ceux qui rétablissent la paix à Florence. Et ça, les Florentins leur en sont reconnaissants, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à prendre le pouvoir à Florence. Ce n'est pas que en raison de leur pouvoir financier et bancaire, mais aussi parce qu'ils apportent la paix et la stabilité. Un des grands succès des Médicis, notamment de Côme, c'est d'avoir amené à Florence en 1439 le concile de Ferrare, et le concile de Ferrare qui est donc déplacé à Florence, que maintenant on l'appelle le concile de Florence, est un concile qui scelle la réunification, la réunion, l'entente entre les catholiques et les orthodoxes. Concile qui était en cours depuis plusieurs années, qui n'est pas vraiment abouti, et à Florence, les orthodoxes se scellent la réconciliation, donc le schisme qui est séculaire, qui date du XIe siècle, est résorbé, donc l'union des catholiques et des orthodoxes. Malheureusement, lorsque les délégués présents au synode sont rentrés à Constantinople, ils se sont fait attaquer par la population et par les moines qui a refusé cette union, et donc elle n'a pas pu être appliquée. Mais c'est malgré tout un grand succès politique et diplomatique pour Côme de Médicis, qui a réussi à faire en sorte que ce concile se tienne dans sa ville. Et ensuite, grâce à cela, les Médicis établissent des liens économiques avec Byzance. Alors ils font du commerce, et puis on a ensuite la chute de Byzance, la chute de Constantinople, et comme il y a des liens économiques qui ont été établis entre les deux villes, une partie des commerçants et des banquiers de Constantinople trouvent refuge à Florence, ce qui contribue à asseoir encore davantage la domination culturelle, économique de Florence. Et puis viennent également de grands savants, des chercheurs, on dirait aujourd'hui des intellectuels et des universitaires, qui quittent Constantinople parce que Constantinople est tombée en 1459 aux mains des Ottomans. Ils viennent à Florence et avec eux, ils amènent notamment la philosophie platonicienne. Et ça a contribué aussi au développement intellectuel de Florence que l'arrivée de ces savants, avec leurs livres, avec leurs penseurs, avec leur idéal néo-platonicien. C'était une redécouverte de Platon dans l'Europe du XVIe siècle. On a un petit peu mis de côté Aristote. On avait un peu marre d'Aristote. Il y a des modes aussi, dans le monde intellectuel, dans le monde théologique. Il y a des modes. Donc le Moyen-Âge a été la grande période d'Aristote. Aristote revisité par saint Thomas d'Aquin, revisité, réinterprété, relu par la scolastique. Ça a beaucoup plu, ça a contribué à irriguer la pensée, à assurer un renouveau intellectuel, mais au XVe, XVIe siècle, on s'en lasse un petit peu et on veut passer à autre chose. Quand on lit Rabelais, par exemple, notamment dans le Gargantua, Rabelais dans Gargantua fait une critique acerbe de la scolastique. Il propose une nouvelle éducation, une nouvelle manière de voir le monde. Et il est vrai que la scolastique, qui était très vivante et vigoureuse au XIIe, XIIIe siècle, au XVe, XVIe siècle, elle est fossilisée et elle n'apporte plus grand-chose. Donc il est normal aussi d'avoir des modes et puis des courants intellectuels qui sont vigoureux et féconds et qui, à un moment donné, s'épuisent. Donc ça, c'est le grand renouveau de l'humanisme qui est irrigué par la pensée de Platon, l'humanisme qui est irrigué également par la redécouverte des auteurs antiques. Je pense notamment à Orphée, Ovide,
Et dans le mythe d'Ovide, il y a Orphée, notamment dans les Métamorphoses d'Ovide, donc qui est redécouvert, et ça contribue là aussi à un renouveau à la fois pictural et architectural. Et Florence a joué ce rôle essentiel dans ce renouveau. Et puis, après Côme l'Ancien, il y a donc Laurent le Magnifique, 1489-1492, rôle essentiel, évidemment, mécène. Alors le Magnifique, ça veut dire le grand, hein, c'est Magnus, comme Charlemagne. C'est comme Gatsby le Magnifique, hein, de Francis Scott Fitzgerald. Donc c'est celui qui est grand, celui qui est magnificent, celui qui soutient les mécènes, qui soutient les arts. C'est un merveilleux stratège politique. Généralement, on considère que la Florence de Laurent le Magnifique atteint son apogée. C'est, je pense, un peu erroné. C'est vrai que c'est un grand moment, mais notamment parce que Florence rayonne sur l'ensemble de l'Italie, mais on peut quand même pas dire que ce soit le moment où Florence a son apogée. Il y a encore une grande Florence le siècle d'après, notamment au XVIe siècle, notamment avec leurs 3 papes et leur florilège de cardinaux. Mais il est vrai qu'il y a un renouveau très important, des personnes, des architectes, hein, qui viennent et qui s'installent ensuite à Florence. L'un des plus célèbres, c'est Michel-Ange. Michel-Ange avec notamment son célèbre David de Michel-Ange. Alors Michel-Ange qui est enterré à Florence. Il y a à Florence une très belle église, qui est l'église de la Santa Croce, où sont enterrés tous les grands hommes de Florence. Alors il y a Galilée qui est enterré, puisque Galilée est florentin. On a Michel-Ange, on a Machiavel, et puis il y a d'autres grands hommes politiques de Florence qui sont enterrés dans l'église de la Santa Croce, dans la nef même. Donc on est dans la nef et on a les tombeaux, les gisants de ces grands hommes. C'est extrêmement impressionnant. Si un jour vous vous rendez à Florence, il y a les grands musées, les offices notamment, qu'il faut voir, hein. Si on a le temps, il faut aller les voir, mais il vaut mieux prendre les billets en avance parce que la queue est longue. C'est comme la galerie de l'Académie où il y a l'original du David de Michel-Ange, donc il vaut mieux réserver les billets avant et avoir ainsi une plage horaire. Et puis à Florence, il y a énormément d'églises, et je pense notamment à la Santa Croce, où là l'entrée est libre et où on a des trésors tout à fait équivalents à ce qu'on a dans les musées. Parce que les tableaux qui sont réalisés à l'époque ne sont pas des tableaux qui sont faits pour être mis dans les musées, mais qui sont des tableaux religieux, qui sont là pour décorer les églises. Les tableaux, ça a toujours été perçu comme un art décoratif. Aujourd'hui, le peintre a une aura importante, mais le grand art au XVIe siècle, c'est l'architecture. Et Michel-Ange est d'abord et avant tout un architecte. Architecte notamment de la bibliothèque de Florence. Après l'architecture, on a la sculpture, c'est pour ça que Michel-Ange sculpte beaucoup, et il a notamment sculpté ce David. Il l'a fait à 24 ans. Et ça donne quand même une image assez saisissante de la puissance de Michel-Ange, qui, à 24 ans, prend un bloc de marbre qui était déconsidéré parce qu'il avait une faille, et donc tout le monde se disait qu'on ne pourrait rien faire de ce bloc de marbre, et il en sort le David, qui est une œuvre merveilleuse. Alors l'original est à l'Académie, mais il y a une copie également en marbre que l'on a sur la place centrale de Florence et que l'on peut admirer. Ce Michel-Ange, c'est une allégorie de la ville de Florence. C'est la force tranquille, puissance, la beauté, l'esthétique du berger qui a vaincu des puissances plus importantes, comme Florence, qui est une petite cité en Toscane, qui a réussi à mettre à bas ses voisins toscans et qui a réussi à rivaliser, même à dépasser les grandes cités italiennes, qui étaient notamment Milan, Gênes et Venise. David, c'est celui qui fonde une dynastie, c'est celui qui a une descendance de David, et de la même manière que Côme a fondé une dynastie, a une descendance, non seulement à Florence, mais aussi à Saint-Pierre, au Vatican, à Rome, et puis dans le royaume de France. Donc il y a cette idée qu'il y a un lien important, un lien allégorique entre le David et les Médicis. J'évoquais l'influence de Platon et d'Ovide, et là on retrouve une autre influence, qui est l'influence biblique, qui est l'influence
de l'Ancien Testament. Et tout cela nous montre la grandeur et la puissance des Médicis, tellement puissants qu'aujourd'hui encore, leur nom est évoqué et que ce qu'ils ont apporté à l'art continue d'illuminer Florence et l'Italie.